Je pense qu'on l'aura compris, on évolue dans un monde qui change, dans un effondrement post-45 avec beaucoup de changements. Et la question pour nous tous aujourd'hui, c'est où est-ce que l'entreprise marocaine trouve sa place? Je pensais à nos amis américains, qui sont, c'est vrai, en une posture difficile ces jours-ci, mais qui ont toujours, puisque l'Alliance transatlantique fonctionne, quelques qualités qu'on peut leur reconnaître. Ils voient à chaque fois dans le changement des opportunités, c'est-à-dire pour les entreprises de nouveaux marchés. Toutes ces révolutions créent des ouvertures dans lesquelles certains réussissent à s'engouffrer. Qui aurait pensé que ce monsieur Zuckerberg arriverait à être une des plus grosses entreprises au monde ou qu'Amazon serait le géant qu'il est aujourd'hui? Il y a une décennie, personne ici n'aurait parié un copec sur eux. Alors, pour la CGEM, pour cette université d'été, c'est l'objet évidemment de ces discussions. Et on va continuer à parler de l'environnement qui est en train de changer pour vous, pour savoir comment est-ce que les entreprises marocaines peuvent tirer leur épingle du jeu. Et pour cette discussion, j'invite sur scène Mobarak Lo, conseiller spécial, économiste en chef, directeur général à la primature de la République du Sénégal, à me rejoindre sur scène. Jean-François Copé, adjoint au maire de Meaux, avocat et ancien ministre du Budget de la République française. Monsieur Hamid Ben Ibrahim El-Andalussi, je vous invite à vous installer. Monsieur Hamid Ben Ibrahim El-Andalussi, membre du conseil d'administration de la CGEM. Jean Stone, fondateur de l'Université interdisciplinaire de Paris. Et le docteur Sam Cheribi, professeur d'économie, directeur de l'initiative de développement économique de l'Université Emory, ancien député d'Amsterdam. Messieurs, bienvenue. Alors, tout le monde est là. On va pouvoir commencer à parler de la prochaine crise qui nous attend au coin de la rue. Je vais poser cette question avec une réponse brève pour chacun de mes intervenants. Quelle est pour vous, Monsieur Copé, on va commencer avec vous, la prochaine crise qu'on doit surveiller de près? Bonjour. D'abord, je voudrais à mon tour saluer le président de la CGEM qui nous accueille, te souhaiter, cher Salah, beaucoup de succès dans cette entreprise. Et je trouve l'initiative que tu as prise d'organiser ces universités vraiment formidable parce qu'elle va nous permettre de confronter des réflexions de toute nature. Et vous comprendrez que je rebondisse évidemment sur le propos passionnant qu'a tenu Dominique de Villepin à l'instant. Pour moi, ça n'est pas en vérité tant une crise qu'une révolution que nous sommes déjà en train de vivre et qui, de mon point de vue, va transcender toutes les autres parce qu'elle va transformer non seulement la vie humaine, mais l'ensemble de la société, que ce sera la grande rupture du XXIe siècle, à l'image de ce que le XIXe ou le XXe ont pu connaître avec l'électricité, la vapeur, ou bien avant encore l'imprimerie. C'est bien entendu l'intelligence artificielle qui va absolument transformer dans des proportions que nous avons peine aujourd'hui à imaginer la manière de vivre, l'organisation de nos sociétés, les rapports entre les générations, entre les hommes et les femmes. Et je voudrais simplement dire que je suis frappé de voir le décalage qui existe entre l'immédiateté du discours politique des grands dirigeants de ce monde, quelles que soient d'ailleurs les instances dans lesquelles ils s'expriment, et la réalité de l'intelligence artificielle qui va en vérité totalement prédéterminer tous les autres choix. En d'autres termes, l'intelligence artificielle peut, d'une certaine manière, aussi tuer la politique et ainsi rendre inopérant, si on n'y prend pas garde, la manière dont on conçoit depuis des siècles et des siècles la direction des grandes nations. Donc ce sujet de l'intelligence artificielle, je ne vais pas plus loin à ce stade, est pour moi en réalité le sujet qui prédétermine tous les autres et qui nécessiterait sans doute qu'on y passe beaucoup plus de temps dans la sensibilisation de nos compatriotes. Il explique aussi
sans doute la césure, une de plus, entre ce qu'on appelle, en allant beaucoup trop vite, les élites et le reste de la population. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Je suis très inquiet de voir cette césure qui existe entre ceux qui se considèrent comme des sachants dans le domaine de l'intelligence artificielle, du big data, du blockchain et d'autres sujets, et les autres. Et il y a un moment où il va falloir en finir avec cela, car c'est l'ensemble de la population du monde qui doit être pleinement associée à cette révolution. Merci, Monsieur Lo. Quelle est pour vous la crise à venir? On a entendu intelligence artificielle, big data, blockchain, démocratiser le savoir. Pour vous? Je pense que la crise va naître du populisme. C'est le populisme rampant qui va déclencher la prochaine crise. Parce que toutes les crises récentes, que ce soit les crises de... Vous parlez plus près de votre micro. Avec la crise pétrolière, la crise d'Amérique latine dans les années 80, la crise asiatique des années 90, la crise immobilière qui s'est déclenchée en 2007, et ensuite passée à une crise financière, bancaire, économique, sociale, budgétaire. Toutes ces crises, le déclenchement était le marché. La prochaine crise, c'est le politique qui va déclencher la crise. Et nous avons aujourd'hui les éléments précurseurs. C'est, comme l'a brillamment exposé tout à l'heure chez le ministre Dominique de Villepin, c'est les comportements souverainistes, le protectionnisme, la guerre commerciale. À mon avis, nous avons là des éléments très précis qui vont annoncer une grande crise si on y prend garde. Alors, la prochaine crise sera donc politique. Monsieur El Andalousi, pour vous, quelle sera la prochaine crise à surveiller? La crise dont on voit les prémices tous les jours à la télévision, dans les informations, avec les bateaux des migrants. Je vis au Maroc, je vis en Afrique. Il y a un grave choc démographique en Afrique. Dans les 30 années à venir, 2 milliards de plus d'humains sur la Terre, dont la moitié, 50%, c'est des Africains. La moitié de la population africaine aura moins de 20 ans, c'est-à-dire 10 fois la jeunesse européenne. Ce n'est pas une fatalité, ça peut être un dividende démographique pour la croissance. Si on arrive à donner de l'emploi, à créer de l'emploi, à créer des conditions de vie, à aider les jeunes à se construire un avenir, comme ça peut être un déclencheur grave d'une nouvelle crise mondiale liée à l'immigration. Merci. Donc l'explosion démographique qui est la crise à venir. Je pourrais ajouter une chose, c'est que le Maroc, heureusement ou malheureusement, il est situé entre l'Europe et le Sahel, la tranche sahélienne. Le Sahel, aujourd'hui, 80 millions d'habitants, 3 fois plus dans 30 ans, c'est-à-dire tous les espaces sont permis, mais tous les risques de chaos sont aussi possibles. Monsieur Stone, dites-moi, pour vous, quelle est la crise à venir qu'on doit garder à l'œil? Eh bien, pour moi, c'est une crise dont personne ne parle, c'est une crise conceptuelle. On n'a plus les bons outils pour comprendre le monde d'aujourd'hui et encore plus le monde de demain, car ce monde a déjà changé. Prenez un auteur libanais comme Nassim Taleb et son ouvrage Le Cygne noir. Il vous dit qu'on est passé du médiocristan à un monde relativement prévisible. Je l'appelle le monde Boeing-Airbus, parce que Boeing et Airbus n'ont qu'un concurrent, ils n'ont que 200 clients et ils ont 10 ans de plan de charge garanti. Mais aujourd'hui, des entreprises ont 1000 concurrents, des concurrents en Chine, on ne sait même pas qu'ils existent. Et une entreprise, même marocaine, une PME, peut faire le buzz sur Internet et vendre par Amazon à des millions de gens. Donc des millions de clients potentiels, des milliers de concurrents. On n'est plus dans le monde Boeing-Airbus. Et dans ce monde-là, vous avez parlé très justement tout à l'heure de l'effet papillon. Eh bien, l'effet papillon et la bifurcation, la disruption, l'auto-organisation, ce sont des concepts clés des théories du chaos et de la complexité. Et ce que j'ai appris du prix Nobel Ilya Prigogine, qui me disait « Jean, vous verrez, dans 20 ans, mes idées s'appliqueront à la société », c'est que plus il y a d'interactions entre les gens, Saladin Meswar parlait du nombre de messages échangés sur Facebook, sur Twitter, etc. Chaque fois que vous postez un message, c'est une interaction. Chaque fois que vous lisez un tweet, c'est une interaction. Plus il y a d'interactions, plus le monde est complexe, plus il est instable, plus il est volatile à la hausse comme à la baisse, et plus il y a d'autres règles du jeu
qui s'appliquent que les règles du jeu classiques où on peut planifier, etc., etc. Donc il y a une véritable crise conceptuelle. Nous sommes en train de changer de civilisation et on n'a pas forcément les bons outils pour manager et diriger dans ce nouveau monde. Donc on doit trouver les nouveaux outils pour réfléchir le monde dans lequel on va. Votre voisin en pense quoi? Quelle est la crise qu'on attend? Bonjour Casablanca. Alors ce que je voulais dire, pour moi la crise, ça sera une crise de consensus. Pourquoi consensus? Parce qu'on n'arrive plus à trouver un consensus global dans le monde, parce que le consensus est tellement décentralisé, il se décentralise comme le monde, comme les applications qu'on trouve partout. Et alors, donc, peut-être il faut trouver un consensus décentralisé. C'est ça la question, comme blockchain, comme ce que M. Copé vient de dire. Donc, à mon avis, parce qu'on n'arrive plus à gérer le monde et on n'arrive plus à maîtriser, à réguler cette globalisation, ou mondialisation. Donc, je pense que le consensus, que ce soit au niveau de la gouvernance politique ou commerciale ou n'importe quoi, sera le plus grand problème. Et donc, si on arrive à mettre en place un consensus décentralisé en réseau, comme les sociétés, je vais dire en réseau, parce que the network society, comme dit Manuel Castells, on arrivera peut-être à gérer un tout petit peu le monde. D'accord, donc en fait, globalement quand même, réinventer le politique. C'est ce que vous êtes en train d'appeler de vos voeux. Alors, pour revenir sur les questions internationales, M. Copé, là, je m'adresse à l'Européen. La crise qui nous attend pour 2019, c'est le Brexit. Comment est-ce que vous voyez cette situation se développer? En quoi est-ce que ça va toucher les entrepreneurs marocains qui ont, on le sait, des très forts liens avec l'Union européenne? Est-ce que l'Union peut soutenir ce choc à venir avec le départ des Britanniques? La vérité, c'est que on n'a pas le choix de toute façon. Le Brexit nous est imposé. Nous l'avons vécu comme une sorte de processus inéluctable venu de Grande-Bretagne, à force que des dirigeants fondent leur discours politique et, il faut bien le dire, leur victoire électorale sur le rejet de l'Europe, devenu l'un des grands boucs émissaires, c'est un grand classique en politique. Eh bien, l'irréparable est arrivé. Et pour ma part, je prends mon risque en le disant, mais je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait conduire la Grande-Bretagne à revoter, et encore moins à ce que ce revote donne lieu à un retour en arrière face à ce processus. Il y a eu trop de gens qui ont perdu la face, en réalité, dans cette affaire pour qu'on puisse revenir en arrière. La vraie question est, pour nous, Européens, de considérer déjà que la Grande-Bretagne est partie, et donc d'en tirer toutes les leçons, et notamment face à ce que vous évoquiez tout à l'heure, le danger du populisme. Qu'est-ce qui est aujourd'hui la principale menace pour l'Union européenne? C'est que les partis de gouvernement sont aujourd'hui obligés de faire un match totalement inégal avec les partis populistes. Un parti de gouvernement, c'est un parti qui est dédié à gouverner, c'est-à-dire à faire des réformes, à prendre des décisions, parfois populaires, enfin le plus souvent impopulaires, et qui sont astreints à une obligation de résultat qui est une obligation de long terme, alors qu'ils sont eux-mêmes prisonniers du quotidien. Chaque journée commence, pour un décideur politique, par se prendre les attaques en règle des 3000 tweetos qui, dans chaque pays, ou 5000, défoncent de manière méthodique une décision qui commence à envisager d'être prise. C'est d'ailleurs ce qui rend la pratique démocratique de plus en plus difficile, et on est nombreux, évidemment, à s'interroger à travers nos propres éducations et cultures, attachés profondément à la démocratie, à se dire, mais enfin, à partir de quand va-t-on réussir à rééquilibrer les choses, alors même que la démocratie, c'est quand même l'incarnation la plus belle des valeurs, qui est celle de la liberté durement conquise par nos aînés. Face à cela, des populistes qui, en réalité, nourrissent sur les peurs, les angoisses de nos compatriotes, l'essentiel de leur succès. Le jeu est à armes égales, puisque, en réalité, ce sont deux couloirs maintenant, totalement parallèles, et qui menacent même la cohésion de l'Europe, puisque vous avez d'un côté le couloir des électeurs qui ont décidé que, de toute façon, ils ne voteraient plus que pour des partis populistes, parce qu'ils ne supportent plus les dirigeants politiques, et de l'autre, ceux qui y croient encore. Ça a été pendant longtemps 70-30 pour les partis de gouvernement, puis 50-50, et voilà que maintenant nous sommes quasiment minoritaires. Donc le sujet pour nous, il est d'essayer de recréer une dynamique
à travers la logique de l'efficacité, et encore une fois, dans un contexte difficile. Alors, de mon point de vue, on est à la croisée des chemins cette année, puisque nous allons avoir l'élection du Parlement européen, le renouvellement de la Commission, et je pense des succès de partis populistes qui vont beaucoup modifier la donne au sein du Parlement européen et donc de la Commission. Et donc, moi, je pense qu'il faut renouer avec l'esprit d'efficacité. On n'a pas 36 000 sujets à traiter, il y en a, me semble-t-il, 3 sur lesquels déjà il faut mettre les pieds dans le plat. Le premier, c'est l'immigration. Vous avez dit, et très juste, on a un défi majeur à relever. De ce point de vue, c'est un défi que nous partageons avec le Maroc. Bien sûr, nous voyons bien que le Maroc est aujourd'hui l'une des terres par laquelle passent ceux qui veulent quitter le continent africain et rejoindre le continent européen via l'Espagne. C'est un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble. Le second, c'est celui, bien sûr, du commerce. On ne peut pas continuer à l'infini à prendre des coups d'autres continents, en particulier les États-Unis, qui ne supportent plus d'être déficitaires par rapport à la vague des produits européens. Ça veut dire, a priori, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vraisemblablement, on va voir aussi l'Union européenne entrer dans la bataille commerciale. Est-ce que ça veut dire des changements réglementaires aussi? Je pense qu'il faut qu'à un moment, on se protège un peu. Regardez l'exemple du RGPD, qui est une belle décision. Voilà, c'est faiblesse, mais enfin, au moins, on a décidé quelque chose. On a décidé qu'on allait quand même organiser la protection des données. Peut-être peut-on imaginer de ne pas l'appliquer de la même manière pour les entreprises non européennes et pour les entreprises européennes. Être plus sévère avec celles qui ne sont pas à l'intérieur de l'Europe. Et encore moins sévère avec les petites ou moyennes entreprises européennes qui ont besoin de plus de temps pour s'adapter. Et puis, le troisième domaine, c'est celui de la sécurité et de la défense. J'évoquais tout à l'heure l'intelligence artificielle, ce n'est pas tout à fait un hasard. Pendant des siècles, nous avons vécu avec 2 grandes armes, la marine et l'infanterie. Puis est arrivée au début du XXe siècle une 3e arme, l'aviation, l'armée de l'air. Maintenant, il nous en faut une 4e, c'est la cyberdéfense. Nous devons investir des centaines de milliards d'euros pour réussir à se remettre à niveau et ainsi à se protéger. On ne va pas continuer d'être à la merci de n'importe quelle cyberattaque, qui que l'on soit, un très grand entrepreneur, un très grand homme politique ou femme politique qui se trouve prisonnier d'une situation dans laquelle il devient vulnérable. Je pense que nous avons là 3 grands défis et que ces 3 défis, nous devons évidemment les partager avec des grands pays qui ont réussi à faire la démonstration que le fait d'être ou non détenteur de matières premières telles que le pétrole n'était pas toujours la meilleure manière de réussir. Je pense évidemment que le Maroc, de ce point de vue, est un exemple remarquable. Et puis, si je peux me permettre une dernière petite remarque. J'évoquais tout à l'heure le fait que l'intelligence artificielle n'est à mes yeux pas assez présente dans le débat politique européen et mondial. Je pense qu'on devrait maintenant commencer chacune de nos analyses en rappelant qu'en fait, le bouleversement que nous sommes en train de vivre fera de l'intelligence artificielle la clé de voûte de tout. Le travail va changer, l'éthique va changer, le rapport à l'homme, à la société, à l'éducation va changer. Tout ça dans une ampleur dont on n'a même pas idée aujourd'hui. Et face à tout cela, de mon point de vue, il faut qu'on change absolument les règles du jeu en intégrant le fait que des pays plus légers, je veux dire par là qui sont moins prisonniers de structures anciennes, comme ça peut être le cas de nos vieux pays occidentaux, peuvent être aujourd'hui des fers de lance. Justement parce que moins prisonniers de conservatisme, d'avantages acquis, d'experts en tout genre, qui vous diront jamais, impossible, inimaginable. Finalement, d'une certaine manière, se dire qu'il ne faut plus jamais dire jamais, ne plus jamais être étonné, considérer que tout finalement est possible. La grande leçon, elle nous est donnée par la jeune génération. J'ai entendu tout à l'heure les 2 jeunes entrepreneurs. Je suis très frappé de voir qu'en 25 ans, les ambitions ont changé de nature. Nos jeunes aujourd'hui sont de moins en moins enclins à s'engager pour l'action publique et encore moins l'action politique et de plus en plus enclins à créer leur entreprise. Même pas rentrer dans une entreprise, à créer leur entreprise. Juste parce qu'ils ne supportent plus la hiérarchie. Ils ne supportent plus l'idée qu'il faut attendre 30 ans pour être chef de bureau, 35 ans pour être sous-directeur, peut-être un jour accéder à un rôle de chef de quelque chose vers les 50, 60 ans au nom de l'expérience. Je racontais à Dominique dans la voiture une petite anecdote qui, je pense, résume assez bien ce changement de société. On n'a pas le temps pour l'anecdote. Elle me permettait juste de symboliser une petite chose. Écoutez, si vous me le donnez, je vais être très court. Autrefois, l'autorité,
entre les parents et les enfants, c'était le fait que les parents disaient à l'enfant « tais-toi, tu ne sais pas. Tu sauras quand tu seras grand ». Aujourd'hui, le rapport a changé, parce qu'un père de famille hésitera toujours un peu à enguirlander son fils qui est arrivé en retard à table, en se disant « j'ai quand même besoin de lui pour qu'il me répare Netflix ». Ça va changer beaucoup de choses dans les rapports d'autorité. Non, c'est vrai que je vois que le rapport à l'autorité a complètement changé. Je constate sur cette estrade. Monsieur Lo, dites-moi, quelle est la crise ou le plus grand risque que vous voyez, vous, pour l'Afrique de l'Ouest ? Au Sénégal, pays voisin, on voit que la question migratoire est aussi très importante. On voit que les tensions politiques sont fortes. L'exigence de la population augmente. Qu'est-ce que vous anticipez pour la sous-région ? Bon, je ferai tout à l'heure un commentaire sur la crise migratoire. Je pense que la situation est moins alarmante que vous pourriez l'anticiper, parce que les choses bougent. Je vais en parler tout à l'heure. Par rapport à l'Afrique de l'Ouest, vous allez réagir. Pour l'Afrique de l'Ouest, clairement, c'est les groupes armés. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on peut appeler une stabilité externe. Au sein de l'Afrique de l'Ouest, vous n'avez pas de conflit entre les États. Dans certaines régions de l'Afrique, vous avez des tensions entre deux États. En Afrique de l'Ouest, il n'y a que la paix. Il n'y a pas deux seuls États de l'Afrique de l'Ouest qui soient aujourd'hui en conflit, latent ou réel. Deuxième élément, vous avez maintenant l'instabilité interne, notamment avec ces groupes armés, Nord-Mali, Boko Haram au Nigeria, et terrorisme dans certains États. Donc il est clair qu'aujourd'hui, la grande bataille, c'est comment maîtriser ces groupes armés. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Tout le monde sait que le G5 Sahel n'est pas soutenu comme il le faut. Donc le Maroc, qui est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, c'est le premier Africain qui investit en Afrique, a intérêt à investir dans la stabilité interne de l'Afrique de l'Ouest, parce que ça permet de sécuriser les investissements marocains sur le continent. Le Maroc a demandé aussi à rejoindre l'Afrique de l'Ouest. Même sans... Vous parlez de la CEDEAO. Hein? Vous parlez de la demande d'adhésion à la CEDEAO. Le Maroc peut collaborer étroitement dans le cadre du mécanisme de paix et de sécurité. Nous avons une architecture avec un comité de sages, une force en attente. Il est tout à fait possible d'intégrer très rapidement le Maroc dans ce dispositif. Ça permettrait de renforcer les capacités de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, n'est pas outillée pour faire face aux groupes armés. Ça a été démontré au Mali. C'est la France qui est venue, qui a stoppé, ensuite la communauté internationale, le Tchad a aidé, etc. Mais l'Afrique de l'Ouest, en tant que telle, quasiment absente, en tant que CEDEAO en tout cas. Ça, c'est le deuxième élément. Maintenant, concernant la crise migratoire, vous savez, un phénomène, on peut réfléchir sur le passé ou le présent ou travailler sur le futur. Je suis persuadé que dans 20 ans, l'Afrique d'aujourd'hui aura beaucoup changé. Aujourd'hui, si vous faites des perspectives économiques, beaucoup de pays ambitionnent d'ici 20 ans de rejoindre le rang des pays émergents, voire même de pays émergés. Et ce n'est pas des prévisions fondées sur du néant, c'est fondé sur du réel. Aujourd'hui, il y a des mouvements de délocalisation qui sont en cours parce que les salaires sont devenus très élevés dans les pays émergents ou émergés d'Asie. Des pays comme la Chine sont en train d'investir massivement dans les pays africains. Le Maroc est en train de le faire. D'autres pays européens vont également investir. Donc, il y a aussi l'amélioration du capital humain, l'amélioration des infrastructures, même l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes Africains qui sont très doués dans ce domaine. Donc, je suis persuadé que nous avons aujourd'hui les ingrédients permettant, dans les prochaines années, d'accélérer la croissance économique. Donc, la qualité de vie va s'améliorer. Et de fait, je ne dirais pas que les mouvements migratoires vont tarir, mais en tout cas seront beaucoup moins pressants que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je suis optimiste comme vous. Merci. Donc, l'afro-optimisme, important. Et vous êtes applaudi, je suis d'accord avec vous. Vous alliez répondre, Monsieur El-Andaloussi, mais je pense que c'est aussi important de vous entendre parce que vous avez été l'un des artisans
de la création et puis de la montée en puissance du secteur aéronautique marocain. C'est précisément ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une ouverture, une opportunité, et le Maroc qui s'engouffre, qui identifie cette opportunité et qui fonce. Vous avez poussé le Maroc sur la scène internationale pour attirer les investisseurs. Aujourd'hui, le pays exige des dividendes partagés, plus de croissance, plus d'emplois. Comment est-ce que le Maroc peut s'inscrire dans cette nouvelle économie qui est en train d'apparaître? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme ouverture pour votre pays? Juste vous une allez question. répondre. Est-ce qu'il y aura un troisième tour des questions? Je doute. Donc je ferai en même temps la conclusion. Bien, avant de parler investissement, avant de parler dollars, revenons aux fondamentaux de ce que c'est que l'aéronautique, ce que les Anglais appellent back to basics. L'aéronautique est d'abord la première industrie de la connaissance. L'aéronautique, c'est une industrie globale avant même que le terme globalisation existe, puisque les avions sont faits pour relier différents pays. Et troisième point, l'aéronautique participe aujourd'hui activement à ce mouvement de transformation dans le monde qui se précipite et ce que mon ami de droite, Jean, appelle la fulgurante transformation. Pour illustrer ce que je viens de dire, permettez-moi une petite histoire qui va être très courte. Il y a 17-18 mois, j'ai reçu deux industriels d'un très haut niveau, un allemand et l'autre, un allemand Jürgen, l'autre américain, qui connaissent bien les marchés de l'aéronautique, qui ont roulé leur bosse, ils avaient fait leurs études, et ils sont venus me voir, porteurs d'un projet, pour fournir Boeing un certain nombre de pièces pour l'avion porte-drapeau de Boeing, le Dreamliner. Et ils avaient besoin de trouver au Maroc des investisseurs. C'était il y a 18 mois. Aujourd'hui, ils sont installés au Maroc. Ils ont décidé de venir avec enfants et famille. Ils ouvrent une nouvelle voie avec femmes et des enfants de 3 à 9 ans. Mon ami Ahmed Rahou, ici présent, les connaît. Et ils ajoutent leur projet aux 135 sociétés déjà installées au Maroc. Quelle est la morale de l'histoire? La morale, elle est double. La première, c'est que le Maroc inspire confiance. Et oui, nous qui avons l'habitude de noircir le tableau en interne, notre Maroc, notre pays, dans une technologie, dans une industrie aussi complexe, première industrie de la connaissance, il inspire confiance. La deuxième leçon de morale, c'est que le Maroc est désormais reconnu comme étant une place incontournable dans la construction aéronautique mondiale. Surtout dans un secteur où le carnet de commandes est plein pour les 10 années à venir et où le Maroc fait 20% de croissance alors que la moyenne mondiale est de 5%. On peut dire que l'aéronautique, ça demeure un petit secteur, peut-être un battement d'aile, 15 000 personnes, mais ça participe à cette transformation du Maroc. Sur les 15 000 personnes, la moitié, c'est des femmes. Il y a 20 ans, on n'y croyait pas. On n'aurait pas donné un copec pour le développement de l'aéronautique au Maroc. On me disait, ça, c'est pas pour nous. Pour nous, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, mais pas l'aéronautique. L'aéronautique, c'est pour l'étranger. Ça participe à la transformation parce que c'est 15 000 personnes, la moitié des femmes, minimum Bac plus 2, et 30 ans d'âge moyen. C'est une industrie éthique. Et on a suffisamment parlé de l'éthique aujourd'hui. Éthique parce qu'il y a un partage équitable de la valeur. Les industriels qui s'installent ici payent très correctement leur personnel, participent au développement de la région, au développement du Maroc. C'est une industrie qui est basée non pas sur les concepts éculés anciens de l'intelligence au nord et la main-d'œuvre sueur au sud, mais beaucoup plus sur on n'est pas dans la délocalisation, mais on est dans la colocalisation. C'est un terme que nous avons participé à inventer. On n'est pas dans la main-d'œuvre, on est dans la force du travail, c'est-à-dire que les sociétés qui sont installées créent de véritables centres industriels, des centres d'excellence, avec la couche d'industrialisation, avec
l'ingénierie. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'ingénierie connaît un développement remarquable au niveau du Maroc, ce qui assure la pérennité de ces industries au Maroc. Alors, pour arriver à la conclusion, c'est que, d'abord, comme dit le proverbe chinois, lorsque l'homme intelligent regarde la Lune, désigne la Lune, l'homme intelligent regarde la Lune et non pas le doigt. L'aéronautique tire avec elle d'autres industries sœurs, comme la défense, comme la sécurité, le médical, le numérique, la 3D, l'ingénierie, où le Maroc connaît une progression remarquable. Alors si nous avons pu réussir là-dedans, et si nous avons encore un bel avenir, et nous sommes en train de développer de nouvelles filières, notamment dans le moteur d'avion, dans les matériaux composites, dans l'électronique embarquée, c'est parce qu'on a pu répondre à une question fondamentale. On a pu répondre à une question fondamentale qui est notre capacité de donner aux entreprises et de fournir aux entreprises ce dont ils ont besoin. Les entreprises qui s'installent, pour la plupart étrangères, elles apportent la technologie. Et la technologie peut être portée par une petite société ou par Boeing ou Airbus ou Safran. Ils apportent les marchés. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de talents. Alors, cette problématique des talents, aujourd'hui, on commence à parler de talents, elle n'est pas liée à un diplôme. Elle n'est pas liée à une formation. C'est d'abord une attitude. C'est d'abord un savoir-faire. C'est d'abord la capacité de s'intégrer dans ce qui fait bouger, évoluer le monde d'aujourd'hui. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, 2 enfants qui naissent dans un coin paumé du Maroc ou de l'Afrique, au départ, ont les mêmes chances que tout le monde. Mais ça dépend après de ce qu'on va mettre dans ce cerveau vierge. Et je crois beaucoup plus dans l'acquis que dans l'inné. Nous avons été capables, dans ce secteur, et si on ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu d'aéronautique, de mobiliser des jeunes, de les choisir et de leur donner l'éducation compatible avec l'exigence d'un secteur comme l'aéronautique. Ce n'est pas terminé, on n'est pas au bout du chemin, loin de là. Si j'ai une conclusion à donner, et j'y arrive, c'est que dans cette phase de transition importante sur laquelle aussi bien les politiques que les professeurs insistent, cette phase de transformation fulgurante, cette transformation, c'est les entreprises qui l'apportent. C'est les entreprises, les entrepreneurs responsables, infatigables, qui travaillent d'arrache-pied, ont une responsabilité de porter cette transformation, de contribuer au développement du pays et d'apporter la réponse qu'il faut à la jeunesse en faisant de nos entreprises, de nos usines, les leviers d'émancipation, les vecteurs d'émancipation. On a besoin de faire preuve d'un peu de solidarité. On a besoin de faire preuve d'un peu d'altruisme parce que nous avons un destin commun. On doit porter l'avenir de nos entreprises, l'avenir de nos familles, mais aussi l'avenir de nos pays qui passe par répondre à l'exigence et à la demande de la jeunesse de se construire un avenir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Stone, votre voisin, vous lui avez un peu tendu la perche, parler de transformation fulgurante. Monsieur de Villepin en a parlé, on vit une période de transformation, mais vous parlez d'un changement d'air, carrément, on change de civilisation. Oui, et ce changement de civilisation, c'est comme le passage du monde agraire au monde industriel. C'est le passage du monde industriel à ce monde justement numérique, digital et connecté. Mais c'est un monde qui va beaucoup bouger. Dominique de Villepin l'a dit, il va y avoir des crises, etc. C'est sûr, parce que l'humanité, elle ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas trouver le juste milieu. Elle fait et ça, et ça, et ça, et elle arrive après. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un monde où il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour les entreprises, mais aussi pour les individus. C'est un monde incroyable. Regardez, vous êtes 3 jeunes étudiants qui sortent d'une école d'électronique. Dans le passé, c'est 30 ans de travail dans une grosse boîte et au bout de 30 ans, ils vont aller voir un banquier, avoir un emprunt bancaire et peut-être créer leur entreprise. Là, ils mettent une vidéo marrante sur le site kickstarter.com, ils récoltent 12 millions de dollars pour faire une montre connectée Pebble et ils ont été 3e du marché, d'ailleurs Apple et Samsung au niveau mondial, ils viennent de revendre la boîte 40 millions de dollars. Mais ça, c'est pour un haut niveau. Mais vous avez des jeunes Croates qui font
une vidéo marrante, ils demandent 25 000 $ pour faire un thermos en forme de corne de chèvre. Vous me direz que ça ne sert à rien, un thermos en forme de corne de chèvre. Oui, mais ils vous démontrent qu'il faut absolument boire votre café dans un thermos en forme de corne de chèvre. Ils demandent 25 000 $, ils ont eu 250 000 $, et aujourd'hui, ils vendent dans le monde entier à 32 $ leur thermos en forme de corne de chèvre qu'ils fabriquent pour moins de 5 $. Au fin fond de la Croatie, c'est possible pour une entreprise marocaine aussi. Oui, il y a une explosion de possibilités. Un jeune du Sierra Leone arrive à électrifier son village avec des résidus métalliques. Il fait des batteries avec des résidus métalliques. Il les fait fonctionner au Coca-Cola parce qu'il n'a pas d'acide de batterie. Sachez que le Coca-Cola est un excellent acide de batterie. Je dis ça à mon voisin qui s'apprête à en boire. C'est vraiment pire que ce qu'on croit. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, il a été invité au MIT. Dans le passé, il serait passé totalement inaperçu. Un jeune Mexicain sans papier vivant dans une cave à Los Angeles, parfait profil pour être expulsé par Donald Trump, mais il était passionné par la fabrication des cartes de contrôle électronique de drones. Il a discuté sur Internet, il a trouvé un investisseur, il est aujourd'hui le chef de la plus grande entreprise de fabrique de drones aux États-Unis. Donc voilà, il y a des potentialités extraordinaires dans ce monde-là, comme on n'en a jamais eu. Donc c'est un monde fantastique, à la hausse comme à la baisse. Il va y avoir des millions d'emplois qui vont disparaître, il va y avoir des milliers d'entreprises qui vont effectivement être détruites, mais il y a aussi une opportunité comme il n'y a jamais eu. Alors comment les saisir, ces opportunités? Eh bien, j'ai un exemple pour terminer avec le Maroc qui est intéressant. Au mois de novembre, un dirigeant de l'ECP m'appelle et me dit on voudrait visiter l'école 42, la fameuse école, vous savez, sans professeur, sans programme et sans diplôme, financée par Xavier Neil, et dont il espère qu'il va créer avec ses étudiants autant de gens importants pour une nouvelle technologie en France que tout le système éducatif français. Alors comme souvent au Maroc, on me dit c'est pour après-demain. Après-demain, une visite d'école 42, bon d'accord. Ok, j'ai réussi à organiser ça, puis j'oublie. Et puis au mois de juillet, je suis à un endroit, je m'excuse la prononciation du nom, j'y arrive jamais, Hourigba, en plein désert là-bas à l'OCP, et on me montre une école 42 flambant neuve avec des centaines d'ordinateurs bâtis en 6 mois et des centaines de jeunes qui sont là. Je ne sais même pas si vous savez, je ne sais pas si ça a été officiellement inauguré, je crois qu'elle n'est pas encore officiellement inaugurée. Et la première promotion de cette école 42 marocaine, eh bien, elle est maintenant au travail et ils sélectionnent comme l'école 42 sans aucune, c'est un peu comme la Légion étrangère en France. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas, non. Vous avez un test, qui que vous soyez, vous pouvez venir, peu importe, vous avez 0 diplôme, vous avez une possibilité de réussir dans la vie. C'est des choses comme ça qu'il faut bâtir parce qu'il y a déjà beaucoup d'opportunités, mais il faut arriver, comme dans cet exemple d'école 42 marocaine, à offrir aux jeunes encore à structurer de nouvelles opportunités, à encadrer cela, comme les startups qu'on a vues tout à l'heure. Et je crois que c'est à ça qu'il faut réfléchir dans ce monde-là. Comment justement donner encore plus de possibilités pour exploiter toutes ces opportunités dont nous voyons l'arrivée grâce à ce nouveau monde, ces nouvelles connectivités, ces nouvelles technologies. En tout cas, un vent d'optimisme. Merci beaucoup, professeur. Votre voisin, M. Cheribi, on parlait des crises qui sont en train de venir. Pour vous, on a parlé de la guerre commerciale. Est-ce que les entreprises sont prêtes pour les chocs qui arrivent? Comment est-ce qu'elles peuvent se préparer à ce qui les attend? Parce qu'on a entendu aussi M. Copé qui nous a dit à mots couverts qu'il y aurait un nouveau choc réglementaire au niveau européen. On sait très bien faire ça. Ça veut dire quand même pour les chefs d'entreprise, à nouveau devoir s'adapter. Comment est-ce qu'on peut faire face? Voilà. Avant de parler de la crise, il faut parler plus près de votre micro. Je ne vais pas la boire, cette bouteille. Il faut parler plus près de votre micro. Cette bouteille, je ne vais pas la boire. C'est écrit Marocco. Je l'ai apportée par la première université de M. Mézoir. C'est pour ça que je veux lui donner comme cadeau, parce que c'est écrit Maroc là-dessus. Et je veux que les entreprises marocaines soient tellement résilientes comme Coca-Cola, qu'il arrive à s'adapter et s'implanter partout en Afrique. C'est pour ça que je l'ai apporté. Et je lui ai apporté aussi un truc de Géorgie pour lui dire que la prochaine université sera intéressante si jamais il veut la faire en Amérique. Alors, parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avant de répondre à votre question, je pense que c'est ce que vous s'inscrit justement dans cette chute libre justement des modèles économiques. C'est vraiment le sujet dont on parle. Alors donc, à mon avis, avant de répondre si les sociétés marocaines, pas les sociétés marocaines, mais je veux dire les entreprises marocaines vont être résilientes ou pas, je dirais que je veux dire, cette crise ou cette guerre commerciale peut, comment dire,
entraîner un ralentissement de l'économie mondiale et, au pire des cas, par exemple, une récession. Le Maroc ne sera pas vraiment touché seulement s'il y a une crise dans l'Union européenne. Si jamais il y a une crise dans l'Union européenne, ça va donc avoir des problèmes, je veux dire, on aura moins de tourisme, on aura moins d'envoi d'argent de la diaspora marocaine, on va envoyer moins de produits agricoles, mais je ne pense pas, parce que le Maroc ne fait pas partie de cette chaîne de valeur, value chain. Je veux dire, peut-être ça sera le Taïwan, ça sera peut-être le Singapour qui sera plus touché de cette crise. Alors, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est, pour le Maroc, c'est, je veux dire, trouver des outils nouveaux, justement, pour convertir, que ce soit le potentiel marocain, que ce soit le capital culturel, que ce soit le capital je veux dire, humain, je veux dire, les gens, la jeunesse et tout ça, je veux dire, en capital entrepreneurial. Et je veux dire, c'est la meilleure chose qu'il faut faire, le grand pare-choc contre les chocs, c'est investir dans cette jeunesse. Je suis tellement heureux de savoir qu'il y a tellement de technoparcs, mais aussi qu'on vient d'organiser un truc pour la jeunesse à Benkrir, mais je dirais, il faut décentraliser peut-être ces trucs d'innovation et les mettre partout dans le Maroc. Peut-être ça sera à Tafilelt, ça sera à Tanger, ça sera partout, mais ce n'est pas seulement dans une seule... Donc, à mon avis, l'innovation, la jeunesse et trouver un nouveau mode justement de résilience dans les entreprises marocaines. En plus, j'ai eu l'occasion de parler à de jeunes leaders marocains, par exemple, qui ont pu, je veux dire, s'imposer dans le marché même international, parce que, je veux dire, la main-d'œuvre, je ne dis pas la main-d'œuvre, mais je veux dire, le talent marocain s'exporte très bien, même en Europe. On voit plein de techniciens qui sont, pas seulement en Afrique et en Asie, mais on le voit partout. Je suis sûr et certain que si on inclut la diaspora marocaine, vous avez vu le football marocain, c'est extraordinaire. Il y avait 6 joueurs hollandais qui ont joué d'origine marocaine. Et on trouvera plein d'Amrabat, par exemple, dans les startups marocains qui sont en Hollande, par exemple. Il y a plein de jeunes Marocains qui font des petites startups dans des petits coins. Alors, inclure, je veux dire, la diaspora marocaine dans cette stratégie, justement, d'entrepreneuriat, ça sera intéressant. Comme ça va aider à décentraliser, justement, je veux dire, le risque. Et ça sera très intéressant, je pense, pour le Maroc. Voilà. Et j'espère que le Maroc sera tellement résilient. Et voilà, c'est ça. À la conquête. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Cheribi. Je pense qu'on a compris les messages extrêmement positifs qui ont été envoyés lors de cette table ronde. Afro-optimisme. L'Europe va résister au départ de nos amis britanniques. On voit que oser la transformation, avoir l'audace de réaliser l'impensable, ça a été porteur. C'est un pari qui a réussi au Maroc. Voir toutes les opportunités qui s'offrent aux entreprises et puis inclure les talents, où qu'ils soient, pour le Maroc, partout dans le royaume, mais aussi ceux de la diaspora. Voilà, c'est un message extrêmement positif qui nous est envoyé ici. Alors je tiens à remercier nos invités. Monsieur Mobaraklo, conseiller spécial, économiste en chef et directeur général à la primature de la République, Jean-François Copé, adjoint au maire de Meaux, avocat, ancien ministre du budget. Pardon ? Vous êtes mort ? Vous êtes maire ? Pardon. Vous êtes toujours maire. En fait, je suis maire de Meaux directement. En fait. Vous êtes toujours maire. Pardon. Hamid Ben Ibrahim El Andalousi de la CGEM, Monsieur Stone et Monsieur Sam Cheribi. Merci beaucoup, messieurs.